En découvrant tous ces chiffres et ces études, j'ai vraiment eu un choc. J'étais bouleversé, je l'ai mal vécu, j'ai eu vraiment, je vous le dis sincèrement, j'ai eu mal au ventre, il y a beaucoup d'émotions qui est sortie. On ne peut entrer en transition que si on a subi ce choc. On ne peut pas dire les choses, dire les catastrophes et choquer si on n'a pas des chemins pour continuer, pour sortir de cet état. Et inversement, le mot résilience ou les chemins que je propose ici ne peuvent pas être compris si on n'a pas eu ces chocs. Ça ne veut rien dire la résilience si on n'a pas compris ce qui est en train de nous arriver. Ici, je ne vais pas seulement me concentrer sur l'agriculture, mais sur l'ensemble des systèmes alimentaires, c'est-à-dire tout depuis le champ jusqu'à l'assiette et même après, dans les décharges, les poubelles, etc. L'agriculture en Europe, elle est essentiellement industrielle. Alors je l'appelle industrielle et pas intensive. Il faut qu'on se réapproprie le mot intensif. En permaculture, en agroécologie, en agriculture biologique, on peut faire de l'intensif, on peut produire beaucoup. Ici, il y a un schéma. On va reprendre le système alimentaire, le nôtre, qui est le système majoritaire ici en Europe, qui nous nourrit. On commence avec l'agriculture. Ça, c'est juste la petite étape de l'agriculture, avec des produits, donc pétrole pour labourer, pétrole pour les produits chimiques, pétrole, 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 pétrole. Donc on a un système linéaire qui consomme à chaque étape des énergies fossiles. Ici, vous avez l'évolution des prix alimentaires en bleu et des prix du pétrole brut en rouge. En 2008, ce pic-là, c'est la crise des subprimes. En fait, la crise des subprimes, ça a été précédée par une crise de l'énergie où le baril de pétrole a dépassé les 140 $. Ici, ce pic-là, ça a l'air de rien, mais c'est 35 pays qui rentrent en émeute de la faim. La nature fonctionne au solaire. Et nous aussi, dans nos agroécosystèmes, on aura toujours l'énergie solaire. Dans nos sociétés industrielles, on a encore doublé les rendements, mais à quel prix? On utilise énormément de pétrole pour encore doubler les rendements. Donc si on met les lunettes de l'énergie, notre agriculture n'est pas rentable, elle n'est pas productive. C'est-à-dire qu'avant, on injectait dans notre système, disons, 1 calorie, on en retirait 2, 3, 4 de nourriture. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, aux États-Unis, il faut injecter 7 calories pour en retirer 1. Je ne vais pas vous faire des heures et des heures de démonstration. Vous connaissez peut-être tous le pic pétrolier. Donc vous avez une courbe en cloche. Nous, on est actuellement en haut du pic. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on est en haut de la courbe, on a encore toute la moitié dans les sous-sols. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'arrivera jamais à l'extraire. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le EROEI. En français, c'est le taux de retour énergétique. Il y a un siècle, pour creuser, pour aller extraire du pétrole, on avait besoin d'énergie. On avait des machines et on investissait 1 baril de pétrole, on en retirait 100. En 1990, il fallait 1 baril pour extraire 35 barils seulement. En 2007, il faut 1 baril pour extraire 12. Les spécialistes disent qu'en dessous de 1 sur 20, ça devient problématique pour une société. En dessous de 1 sur 10, c'est catastrophique. Les gaz de schiste, par exemple, ont un rendement inférieur à 3. Les agrocarburants, inférieur à 1. Ça veut dire que ça coûte plus de les fabriquer que ce que ça nous rapporte. Il y a aussi le pic du phosphore. Les dernières études montrent que le pic passerait vers 2030. Ça veut dire que c'est la fin des engrais minéraux, soit un des grands piliers de l'agriculture industrielle. Et il y a les pics d'autres métaux, le cuivre, le platine, qui sont en train de passer dans les années qui viennent. Richard Enberg parle du peak everything. On va passer dans les années qui viennent tous les pics. On vient de voir que nos systèmes alimentaires industriels dépendent entièrement du pétrole et qu'il y aura bientôt plus de pétrole. J'ai mis des mois avant d'accepter ça. C'est très facile comme équation, mais c'est dur à accepter. Ça plus ça égale. C'est la fin de nos systèmes alimentaires industriels. C'est la fin. Il n'y a rien qui remplacera le pétrole. Aujourd'hui, les géologues parlent d'une nouvelle ère, l'ère de l'Anthropocène, l'ère où l'être humain est devenu une force géologique majeure. On arrive à perturber tous les grands cycles biogéochimiques de la planète. En réponse, la planète nous envoie des signes, un climat de plus en plus agressif, imprévisible, chaud, dangereux, avec des événements extrêmes, destruction de la biodiversité, des habitats, etc. Et un climat irrégulier, imprévisible, c'est catastrophique pour l'agriculture. Les indicateurs de notre planète
Ils partent tous en exponentiel. Ici, on a la population, le PIB, les investissements à l'étranger, le taux de concentration en CO2, le tourisme international, le nombre de téléphones portables, le nombre de grandes inondations, tout part en exponentiel. L'exponentiel, c'est ça. Au début, ça croît assez lentement, et au dernier moment, ça explose. En fait, dans la nature, il y a beaucoup l'exponentiel. Prenez les populations de lapins, les manières qu'ont les organismes vivants de répondre, souvent, ça s'apparente à une courbe sigmoïde comme ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la croissance exponentielle et à un moment, ça se cale, ça se met en équilibre avec ce qu'on appelle la capacité de charge du milieu, c'est-à-dire les limites du système, les limites de l'écosystème. Si on le dépasse, alors ça perturbe le système, ça détruit un peu le système, ce qui diminue sa capacité de charge, et puis on constate des oscillations pour retrouver un équilibre. Ça aussi, c'est très fréquent dans la nature, les deux sont fréquents. Et il y a une autre réponse dans les systèmes naturels qui est aussi fréquente, c'est l'overshoot et l'effondrement, le collapse. Donc le système continue à croître en exponentiel au point de perturber complètement le système dans lequel il vit. Et après, ça fait collapser non seulement l'habitat, mais aussi le système. Actuellement, nous, on a dépassé les capacités de charge de la planète au niveau global. C'est la fameuse empreinte écologique, vous savez. Il faut plus qu'une planète pour vivre. Mais on continue à accélérer. L'écologie des années 2000, aujourd'hui, c'est ça. Toutes les crises sont liées. Une crise climatique, donc un réchauffement climatique, une perturbation des inondations, etc., affecte les systèmes humains, les systèmes économiques et les autres écosystèmes. Inversement, les écosystèmes détruits ont des répercussions sur le climat, sur la santé humaine, sur l'économie, etc. Deux conséquences. La première, c'est l'effet domino potentiel. Et ça peut commencer par la finance, qui entraîne l'économie, qui entraîne les crises politiques, qui entraîne les crises écosystémiques, etc. Un exemple, en Grèce, il y a 2 ans, et il y a beaucoup de Grecs qui sont mis à acheter des poêles à bois et qui vont couper sauvagement du bois dans la nature pour se chauffer. Le deuxième point qui me semblait évident, c'est qu'il ne sert à rien de résoudre une seule des crises, il faut voir tout comme un ensemble cohérent. Quand est-ce qu'un probable effondrement peut avoir lieu ? On a 2 indices que je vais vous présenter ce soir rapidement. Le premier, c'est le dernier rapport du GIEC. Ça y est, officiellement, dans le résumé aux décideurs, parle d'effondrement possible des systèmes alimentaires. Ça y est, le climat peut nous perturber au point de faire effondrer nos systèmes alimentaires. Deuxième indice qu'on a, le rapport au Club de Rome, The Limits to Growth, de l'équipe Meadows, qui a modélisé le système monde, avec la population, l'industrie, les taux de natalité, tout ça, et toutes les boucles de rétroaction. Ils ont mis ça dans un ordinateur, ils ont mis les données réelles, ils ont appuyé sur Start, et ils ont vu comment le monde allait évoluer dans les 150 prochaines années. Et les données réelles ont été mesurées 30 ans après, puisqu'on a du recul, et ça suit assez bien le modèle. Et voilà ce que dit le modèle. Grande imprévisibilité, grande rupture de tout le système Terre. Pas que notre économie, nos sociétés, ça c'est un effondrement de civilisation, mais aussi le système Terre globalement, tous les écosystèmes, tout. Et avec, contrairement à ce que dit l'ONU, 2030, début d'un déclin, je cite, incontrôlé de la population humaine. Ça ne nous dit pas que le monde va évoluer comme ça, ça nous dit que notre monde, notre civilisation, notre société est extrêmement instable. Je vous rassure, j'ai mis 4 ans à digérer ça et c'est pas encore fini. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir avec du ressentiment, de la colère, de la tristesse, de la peur. La plupart de la nourriture que vous et moi allons manger la semaine prochaine n'est pas encore arrivée au pays. On peut s'inspirer du vivant pour concevoir des systèmes durables. Et en particulier, la résilience. Les systèmes résilients, les systèmes de demain seront locaux, beaucoup plus petits, très diversifiés, décentralisés, cycliques. Vous vous souvenez du système alimentaire linéaire industriel. Si on referme les cycles, alors ça se met à tourner tout seul. C'est beaucoup plus efficace et efficient. Il n'y a pas de déchets dans une forêt. Des systèmes transparents. Quand on ne connaît pas le système alimentaire dans lequel on vit, on n'a pas de levier pour l'action politique. Dans la résilience, en 2 mots, c'est la capacité d'un système de se maintenir debout malgré les chocs. L'idée est que pour l'avenir, il faudra non seulement produire de la nourriture, mais restaurer les écosystèmes. C'est soit on anticipe, et c'est ça la transition, soit on fait rien,
Et avec l'effondrement du système industriel, il y aura plein de petits systèmes qui vont émerger, et ils seront comme ça, mais dans l'urgence. La transition se planifie, ce n'est pas quelque chose qui se crée comme ça, qui émerge. Il faut la planifier à grande échelle, et maintenant. C'est fini le pétrole, c'est fini le gaz naturel, il faut commencer à faire son deuil de ça. Donc une agriculture qui revient dans les flux solaires et qui est cyclique. Et on va passer d'un leitmotiv de croissance à résilience. Ce mot-là qui guide toute notre société, c'est la fin, et la croissance ne reviendra plus jamais, faute d'énergie. Il faut en faire aussi le deuil. Dans nos villes, s'il y a une rupture d'approvisionnement en aliments, nous on tient 2 jours. Je crois que c'est 1 jour à Paris, avec les stocks dans les supermarchés. Et il y a beaucoup de fermes, d'expériences alternatives en ville, à la campagne, qui sont déjà dans ce monde de demain, qui pensent à l'agriculture sans pétrole, qui font l'agriculture sans pétrole. À La Havane, la moitié des fruits et légumes sont produits directement en ville et distribués en ville. Il y a des villes, ça atteint 80-100%. Ils ont eu le prix Nobel alternatif pour ça, en 99, pour avoir montré qu'en agroécologie, on pouvait produire autant, voire plus, que les systèmes industriels, et sans pesticides, sans insecticides. Voilà. 12 jours après Pearl Harbor, alors les militaires se disaient il faut absolument produire de la nourriture en masse pour aider l'effort de guerre. Et en fait, ils ont dû céder sous la pression populaire et lancer des grands programmes en quelques jours, très puissants, pour lancer les Victory Gardens. Et il y a eu, en 1942, donc soit même pas 1 an après Pearl Harbor, 15 millions de jardins qui nourrissaient 18 à 20 millions de familles et qui produisaient 40% des légumes du pays. Donc on peut faire des choses à l'échelle nationale en quelques jours de manière très puissante. Ça existe. L'agriculture urbaine ne nourrira pas les villes. Personne n'est dupe. C'est un complément alimentaire. Ça produit des fruits et des légumes, peut-être du petit élevage, peut-être des plantes médicinales, mais l'essentiel de l'énergie, les céréales, ça ne peut pas les produire. Donc, vous voyez de l'agroécologie intensive en main-d'œuvre. Et oui, quand on n'a plus de pétrole, il faut de la main-d'œuvre. Un petit chiffre pour marquer les esprits. Un plein d'essence, c'est équivalent en énergie à 4 ans de travail humain. Alors un exemple que j'aime beaucoup, c'est la ferme du Bec et Loing, en Normandie. En fait, ce sont des terres très pauvres qui étaient traditionnellement destinées à l'élevage. En fait, sur un demi-hectare, sur 4500 m², ils produisent beaucoup. Il faut beaucoup de main-d'œuvre, mais finalement, leur principe, c'est pour faire du rendement, il faut réduire les surfaces. Et lui, il arrive, donc Coleman, à faire des légumes tout l'hiver, sous des serres, mais sans pétrole, sans énergie, vraiment avec des techniques hyper productives, qu'il est allé trouver chez les maraîchers du 19e siècle à Paris. Il faut savoir qu'à Paris, il y avait une ceinture périurbaine très productive, avec tout le crottin qui venait de Paris. En fait, ça nourrissait une ceinture maraîchère extrêmement productive avec des techniques incroyables. Ils arrivaient à 8 récoltes par an. Tous les soirs, ils devaient couvrir les cultures. Extrêmement lourd en main-d'œuvre. J'ai pas dit que ça sera marrant. Jean Martin et sa compagne montrent avec un modèle économique très au point. Ils gagnent peut-être 2000 € par mois, je crois. Et sur moins d'1 hectare, ils nourrissent 250 familles. Qui seront les paysans du futur? Donc, ce seront les nimaculteurs, non issus du monde agricole. Alors, en fait, les nimaculteurs, ils sont déjà nés. Ah oui, ils sont déjà nés. C'est juste qu'ils ne savent pas encore que ça sera eux. En fait, c'est vous et c'est moi.